Ce soir, c'est la première fois que je vais parler en tant que telle du burn-out de la société, uniquement de ce sujet-là, qui pourtant est un thème qui me passionne, en fait, que je trouve très intéressant. Et il est vrai, donc, dans mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui ne le connaissent pas, le livre est fait de différentes parties. Donc, une partie, il est un peu comme une forêt comestible avec différentes strates. Le livre est écrit avec différentes parties. Une partie avec l'histoire, vraiment pour raconter le début, comment se crée un burn-out individuel et dans un contexte collectif spécifique. Après, il y a une partie journal intime pour expliquer dans quel état physique, émotionnel on se trouve quand on est vraiment dans un burn-out. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai passé plusieurs années couchée sans pouvoir parler, par manque d'énergie. C'est pas que j'avais perdu l'usage de la parole, mais vraiment par manque de vitalité et d'énergie. Donc il y a cette partie-là. Il y a une partie plus sur les causes du burn-out individuel, classique. Une partie, et c'est cette partie-là qui va aussi nous intéresser aujourd'hui, puisque ça va être un petit peu la base de l'analyse que je vais proposer sur le thème du burn-out de la société, qui est les causes profondes du burn-out. Donc dans cette partie-là, j'ai développé un modèle qui s'appelle le modèle de la fleur de lettres, que je partagerai avec vous après. Ensuite, on arrive dans la partie, mon livre s'appelle du burn-out au light-in. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un cheminement, on va dire, de l'effondrement à la renaissance. Donc individuelle et collective. Et ensuite, donc, on arrive à la partie plus light-in avec toutes les solutions que j'ai pu, tout ce qui m'a aidé sur mon chemin, voilà, vers cette renaissance. Et la dernière partie de mon livre traite du burn-out de la société en tant que tel. Donc, sachant que ce livre, je l'ai écrit entre 2018 et 2019-2020 à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que... alors, je vais commencer par parler, et puis à la fin, on aura le temps d'échanger sur des questions. Ce qui est intéressant, c'est que la partie du burn-out de la société, j'étais en train de l'écrire, j'avais déjà écrit une bonne partie au moment où le Covid est arrivé. Covid, confinement, bref, tout ce qu'on a connu en 2020. Et ça m'a mis un peu comme une alarme dans la tête et je me suis dit, waouh, c'est vraiment intéressant parce que j'ai pu faire des liens entre ce qui m'était arrivé, enfin des liens, on va dire, qui sont sortis de l'inconscient, qui de inconscient sont devenus conscients parce que je voyais autour de moi tout un tas de faits se matérialiser et je faisais des liens. Je me disais, tiens, il y a des mécanismes qui sont similaires entre quelque part le burn-out individuel et ce qui se passe en ce moment autour de nous. Et donc, ça m'a permis, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire cette 5e partie du burn-out. Mon livre était quasiment terminé, du burn-out de la société. Ça m'a permis d'aller plus profondément dans cette réflexion que je ne l'aurais fait autrement, d'y apporter vraiment plus de complexité, de profondeur. Et voilà, donc ça m'a vraiment enrichi. Ce que je vais vous dire ce soir, ça part vraiment d'un témoignage personnel, d'une analyse personnelle. Je ne suis ni économiste, ni psy, ni thérapeute, ni politique. Donc voilà, c'est vraiment un échange d'individu à individu, une analyse, on va dire, plus subtile et biaisée par ma propre expérience, mais que je trouve intéressante et qui, moi, m'a beaucoup apporté ces dernières années. Donc, le premier terme que je voudrais clarifier, c'est le terme de burn-out. Donc le burn-out, c'est un mot que moi j'ai traduit comme effondrement. Donc il y a 2 personnes qui ont parlé de burn-out dans les années 70. C'est un terme qui est apparu en 70. Le premier à en parler a été le docteur Freudenberger, qui lui a décrit le burn-out comme étant vraiment plus lié à des phénomènes, à un comportement individuel. Notamment des personnes qu'il appelait les battants. Pour lui, c'était la maladie du battant. Donc, c'était ceux qui allaient aller se battre jusqu'au bout pour défendre une idée, un projet, un idéal, et qui allaient tomber en fait sur la ligne de combat. À peu près au même moment, il y a eu une autre personne qui s'appelait Christina Maslach, qui étudiait également le burn-out. Et elle a eu vraiment une approche complémentaire
Pour elle, il y avait bien évidemment des facteurs individuels. Donc, ce n'était pas tout le monde qui avait, on va dire, cette capacité de lutter jusqu'à l'effondrement. Mais surtout, pour elle, le burn-out venait de l'environnement. C'était vraiment... les causes se situaient dans l'environnement du travail et dans ses conditions. Alors, je vais vous lire juste une phrase qui est dans mon livre, qui est un extrait de ce que dit Freudenberger concernant le burn-out. Donc, je le cite. « Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » Et cette dernière phrase, un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte, est importante, parce que dans ce cas-là, elle concerne l'individu, mais dans le cas du burn-out de la société, elle concerne les institutions qui sont tout autour de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup ont des enveloppes qui semblent plus ou moins intactes, mais quand on regarde leur fonctionnement, on se rend compte qu'on n'est pas loin de ce vide dont parle Freudenberger. De ce vide. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment été important pour comprendre mon effondrement, ça a été de comprendre la cause à l'origine de tout ça. Et ça a été l'incohérence. C'est vraiment l'incohérence qui est à la base de l'effondrement individuel et qui est à la base de l'effondrement de la société. C'est-à-dire qu'à un moment, nous avons des piliers, nous avons en place un corps, un esprit, un cœur, et tout cela ne fonctionne plus de manière cohérente. Et c'est un peu pareil dans le cadre du burn-out de la société. On va avoir des institutions, on va avoir des pouvoirs, on va avoir des entreprises, des associations qui ont tous une enveloppe externe qui semble cohérente, sauf qu'à l'intérieur, ça ne fonctionne plus en cohérence. Et c'est là que le burn-out peut intervenir. Alors maintenant, je vais juste partager. Donc pour moi, le mot burn-out est vraiment un effondrement de tous les piliers de l'être. Donc si on le transpose à la société, ça va être un effondrement de tous les piliers de la société. On va y arriver d'ici 1 minute. Mais auparavant, je voudrais reprendre le mot, on va dire, plus courant de collapsologie, tel quand on parle d'effondrement. Donc ça vient du latin qui s'appelle collapsus, qui signifie s'écrouler, et de l'anglais collapse, qui signifie s'effondrer. Et donc la collapsologie en tant que telle est l'étude de l'effondrement et notamment de la manière dont ce phénomène pourrait impacter nos sociétés. Et je vous dis ça simplement pour vous donner leur définition de l'effondrement. Donc pour moi, l'effondrement, le burn-out, c'est un effondrement de tous les systèmes de l'être ou de la société. Et pour les collapsologues, donc, l'effondrement est un processus à l'issue duquel les besoins de base, l'eau, l'alimentation, le logement, l'habillement, l'énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Voilà la définition de l'effondrement pour les collapsologues. Bon, donc voilà, donc ça c'est un point intéressant. C'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle et de définir les mots dont on entend souvent parler. De collapsologie, c'est vrai que moi je l'associe avec effondrement de la société, mais qu'est-ce que ça veut dire l'effondrement de la société ? Donc là, on voit que pour les collapsologues, l'effondrement est le fait de ne plus avoir accès à un coût raisonnable à tous les services qui sont essentiels, on va dire, par une majorité de la population. Alors, donc pour comprendre la racine vraiment de mon burn-out, j'ai utilisé un modèle que je vais partager avec vous, ce modèle. Est-ce que vous voyez le modèle de la fleur de l'être ? Oui.
Super. Oui. Voilà, donc ça va être un petit peu ma base pour faire le parallèle entre le burn-out individuel et le burn-out de la société. Donc quand j'étais en burn-out, couchée, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait cette incohérence et surtout qu'est-ce qui assurait mon harmonie, mon équilibre et ma cohérence. Et donc j'ai dessiné cette fleur en partant du principe qu'il y avait 4 piliers qui assuraient l'équilibre de l'être. Donc le pilier de la vie privée qui assure l'équilibre émotionnel, le pilier du corps physique qui assure l'équilibre immunitaire, le pilier de la vie professionnelle qui assure un équilibre financier et le pilier de l'épanouissement personnel qui assure un équilibre spirituel. À l'intérieur se trouve l'être, le moi, l'ego, enfin, chacun appellera ça comme il le préfère. Et cette fleur, elle est nourrie un peu par une sève qui sont les émotions, les valeurs, les envies et la mission. Et donc, dans le burn-out individuel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un burn-out. Il y a des burn-out. Il y a différents états de burn-out, on va dire d'un effondrement léger à un effondrement total, grave, qui peut même mener à la mort, puisque les Japonais connaissent plus ça parce ils ont une autre culture et ils appellent ça le karoshi, qui est mort par dépassement du travail. Voilà. Et donc, selon le moment auquel on va s'arrêter, on pourra faire un burn-out plus ou moins grave. Moi, j'ai fait un burn-out grave qui correspondait à l'effondrement de ces 4 piliers. Mais une personne va pouvoir faire un burn-out avec simplement l'effondrement des 3 piliers, par exemple. Et dans ce cas-là, ce sera moins long, moins grave, elle s'en remettra plus facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un burn-out individuel, ça dure en moyenne 3 ans d'incapacité de travail pour l'assurance maladie, selon l'assurance maladie. Donc 3 ans sans pouvoir travailler, c'est beaucoup. Imaginez un confinement de 3 ans chez vous. Voilà, vous avez connu ça pendant quelques mois. Donc le burn-out, c'est vraiment un confinement, un auto-confinement, parce qu'on est confiné par son propre corps. Et c'est ça qui est un peu compliqué aussi. C'est comme ça, si vous voulez, que c'est vraiment l'incohérence qui va s'immiscer petit à petit dans chaque pilier de nos vies, qui va nous mener à un degré d'incohérence intérieure toujours plus grand, pour aller jusqu'à l'effondrement total. On va passer rapidement sur les états avant d'aller vers le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc au départ, vous allez avoir l'état de cohérence, qui est un état de synchronicité, un état de résilience, évidemment, quand on n'est pas tout le temps en équilibre. On peut se disputer avec son mari, ou se disputer avec son chef, ou se fouler la cheville. Donc dans ce cas-là, le pilier va être fragilisé, mais c'est temporaire. Voilà. Après, donc, quand on sort de l'état de synchronicité, on va avoir l'état de manque, qui est encore un état de cohérence intérieure élevé. Ensuite va venir l'état de frustration, qui est déjà un état à risque de burn-out. L'état de doute, qui est un état de burn-out. Et l'état de perte de sens, qui est un état dangereux. Donc vous voyez que sur les 5 états de cohérence à l'incohérence, il y en a 3 qui sont assimilés à du burn-out, de la cohérence intérieure moyenne à la cohérence intérieure forte. Et donc je me suis amusée aujourd'hui à reprendre ce modèle-là pour essayer justement de voir, d'utiliser la fleur de l'être. Parce que vous savez, on dit que le macrocosme est comme le microcosme, et donc partant de cette idée-là qu'il y a des liens entre le burn-out individuel, les mécanismes qui sous-tendent le burn-out individuel et les mécanismes qui sous-tendent le burn-out de la société, j'ai essayé de me poser des questions et d'essayer de... Et vous pouvez y ajouter, après quand on sera dans la partie échange, n'hésitez pas à m'aider à enrichir ces idées-là, hein, ou à me dire, non, ça c'est plutôt ça comme ça, voilà, parce que ce sont des propositions de réflexion. De dire, déjà, dans une démocratie, il y a, on va dire, 3 ou 4 pouvoirs
Ah, je m'entends en écho. Il y a plusieurs pouvoirs qui sont un peu les piliers, on va dire, de la démocratie. Il va y avoir l'équilibre du pouvoir législatif que j'ai assimilé au pilier du corps physique. Donc le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif. Ensuite, il va y avoir l'équilibre exécutif que j'ai associé au pilier de la vie privée. Donc le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements et dispose voilà. C'est le pouvoir exécutif exercé par le chef de l'État. Ok. Ensuite, on va avoir l'équilibre judiciaire que j'ai assimilé au pilier de l'épanouissement personnel qui est aussi, pour moi, le pilier de la religion parce que c'est vrai que la justice en tant que telle, c'est vraiment... c'est presque intouchable comme une religion. C'est basé sur des valeurs très fortes, la justice. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec cet équilibre un peu plus spirituel. J'ai plus eu envie d'associer l'équilibre judiciaire à l'équilibre spirituel, parce que c'est presque une valeur divine, la justice, dans ma vision de cet élément-là. Donc bien évidemment, le pouvoir judiciaire veille à ce que les lois soient respectées et sanctionne leur non-respect. Son indépendance est primordiale puisqu'elle est la condition de son impartialité. Ensuite, il y a l'équilibre monétaire que j'ai lié au pilier de la vie professionnelle. Je me suis arrêtée à ces 4 équilibres-là. Et donc maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai... Bon, voilà, l'équilibre judiciaire, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est vraiment une valeur un peu divine, c'est-à-dire c'est quelque chose... la justice, c'est voilà, à respecter, divin. Ensuite, le corps physique. Pourquoi est-ce que j'associe l'équilibre législatif au corps physique ? Parce que quelque part, le corps physique, il a ses lois. Il suit les lois de la biologie et c'est lui qui va aussi dicter, on va dire, un rythme de vie. Alors, ça va dans les deux sens, entre la vie privée et le corps physique, bien évidemment, et la vie professionnelle, tout est lié. Mais si on devait scinder un petit peu pour comprendre les racines de chaque pilier, le législatif, il me fait vraiment penser plus à ce pilier du corps physique qui a des lois intrinsèques qui peuvent évoluer avec l'âge, le sexe, la géographie, la température, où on se trouve, les étapes de la vie. On n'a pas les mêmes besoins physiologiques quand on a 10 ans que quand on a 30 et que quand on a 60 et si on est un homme ou si on est une femme. Donc ça, voilà. L'équilibre exécutif, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état en psychogénéalogie est associé au père. Donc, les personnes qui ont une problématique avec l'autorité sont des personnes qui ont pu avoir, soit dans leur propre vie, soit à un autre niveau dans leur psychogénéalogie, des problématiques avec l'autorité parentale, et notamment l'autorité du père. Donc, d'un point de vue symbolique, l'État se trouve à la place de notre père. On attend de l'État ce que l'on attend de notre père, qu'il nous protège, qu'il nous respecte, qu'il nous traite avec égalité. Et quand ce n'est pas le cas, et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, quand l'État ne respecte pas nos droits, ne respecte pas, qu'on se sent trahi, en bien ou en mal, eh bien, il va y avoir une fragilisation de ce pilier-là. Ensuite, l'équilibre monétaire, là, c'est plus simplement facile de comprendre pourquoi est-ce qu'il va être associé à la vie professionnelle. Et une bonne base, on va dire, pour évaluer cet équilibre monétaire, ça pourrait être avec les notes de solvabilité des pays. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ça, moi je suis ça de très loin, mais quand même je garde un œil dessus. La France est classifiée, je crois, en AA+, ce qui veut dire qu'elle est plus ou moins bien considérée concernant les emprunts étrangers.
Et il est possible qu'elle soit dévaluée, que cette note soit dévaluée, ce qui fragiliserait la France au point de vue monétaire. Et donc ça, on devrait le savoir. D'ailleurs, cette semaine, apparemment, il y a une nouvelle note qui va être donnée et qui pourrait fragiliser ce pilier de la vie professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, une explication comme ça de ce modèle. Après, si on va donc, si on plonge un petit peu là-dedans et qu'on va dans les différents piliers, donc on vient de voir que l'équilibre monétaire, il est fragile et il est probable qu'il soit fragilisé d'ici quelques jours, voire quelques mois, dans les prochains mois, suite à tout ce qui se passe en ce moment au point de vue politique. Donc ça n'aide pas, on va dire que ce pilier-là, il est branlant. Ensuite, l'équilibre exécutif, là, on est devant une motion de censure, le pilier est fragilisé. L'équilibre législatif, fragilisé. La justice, fragilisée. Vous pouvez aller voir dans mon livre, il y a toute une partie sur le système judiciaire, en fait, et sur l'incohérence de ce système-là, qui, pour moi, selon ma vision, a été vraiment prise en otage par le système financier et par les grands groupes de ce monde et utilisé de manière contraire à sa vocation initiale. Donc, incohérence. Et moi, je réfléchis souvent en termes cohérence-cohérence. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le système judiciaire est en cohérence avec sa vocation primaire ? Non. Pouf, incohérence, donc une grosse croix rouge sur le pilier. Équilibre législatif. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équilibre législatif est en cohérence avec sa vocation de soutenir les... Voilà. Non, pof, pof, pof. Et là, vous voyez que tout d'un coup, vous avez 4 grosses croix rouges sur les piliers. Et il y a une alarme qui se met à clignoter et qui fait « Oula, attention, nous sommes en burn-out. La société est en burn-out. » C'est voilà, selon ce modèle-là, selon ma propre interprétation, aujourd'hui, nous sommes en burn-out. La société. En rouge, vous voyez marquer d'autres termes. Alors ça, en faisant un petit peu des recherches, j'ai trouvé un modèle que j'ai trouvé intéressant, qui a été mis au point par un ingénieur russo-américain qui s'appelle Dimitri Orlov, qui a étudié le phénomène de l'effondrement de l'Union soviétique et qui a décrit les 5 stades de l'effondrement. Et donc, dans son livre, il a défini ces 5 stades. Et donc, il a parlé de l'effondrement financier, du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie, les États contractent des dettes impossibles à rembourser, provoquant l'effritement des systèmes bancaires. Donc, au niveau de l'équilibre, l'effondrement financier, augmentation. Là, on est simplement en train d'essayer de définir un petit peu, si la société est en burn-out ou pas, et comment est-ce qu'on définit ces mécanismes-là. Donc, effondrement financier, augmentation des coûts de l'énergie, les États contractent des dettes impossibles à rembourser, provoquant l'effritement des systèmes bancaires, on y est, en plein dedans. Ce qu'il faut savoir, que vous n'avez peut-être pas su, moi je ne le savais pas, mais on a vérifié cette info aujourd'hui, ça fait 48 heures qu'en Italie, plus personne ne peut retirer de l'argent, que tous les systèmes sont bloqués, les banques ne répondent plus au téléphone, et donc les gens n'arrivent plus à retirer de l'argent. Visiblement, ils peuvent encore payer avec leur carte, mais ils ne savent pas ni pourquoi ils peuvent... Nous, mon compagnon ayant vécu en Italie, on a appelé ses amis, et c'est vrai. Donc là, fragilité. L'effondrement commercial. Donc là, je l'ai mis au commercial, au pilier du corps physique, parce qu'on parle d'approvisionnement. Donc l'approvisionnement étant impossible, du fait du premier point, les produits se font plus rares et plus coûteux. Inquiète, la population accumule les denrées, empêchant l'accès aux produits de première nécessité à certaines personnes. Donc moi, je fais un lien entre l'effondrement commercial avec le corps physique, parce que, évidemment, là, on parle de nourriture. Donc si on parle de nourriture, c'est plus en lien avec l'approvisionnement du corps, de pouvoir bien se nourrir. Et on revient à la définition
de l'effondrement qui est assurer les besoins de base en fait. Quand on ne peut plus assurer les besoins de base à des prix raisonnables d'une population, on est dans l'effondrement. L'effondrement politique, donc là on est dans le pilier de la vie privée, donc le père s'effondre, l'État s'effondre, la colère des citoyens se répercute sur les gouvernements pouvant mener à une forme d'anarchisme. C'est les enfants qui se révoltent contre une autorité qui n'a plus raison d'être, et boum, effondrement politique, effondrement social, effondrement culturel. Voilà, la dernière forme d'effondrement renvoie à la perte de l'humanité. Dans un tel cadre de vie, il n'y a plus l'entente entre individus disparaît et la population perd sa capacité de bienveillance, de compassion et d'honnêteté. On est en miroir avec la justice. Et au cœur, l'effondrement social. Suite à la chute des gouvernements, les institutions des États disparaîtront progressivement. Police, armée, pompiers, hôpitaux, transports en commun. Bref, une fois que nous avons dit tout ça, on est super contents. Donc voilà, donc c'était un petit peu pour faire les liens entre les différents piliers de la société, vus avec différentes visions, et essayer un petit peu de définir à quel stade de l'effondrement nous étions. Parce que pour l'effondrement individuel, j'ai utilisé un test qui a été mis au point par le docteur Freudenberger et qui est top, qui fonctionne très bien pour définir l'état de burn-out de l'effondrement individuel. Mais pour la société, eh bien, je n'ai rien trouvé de similaire. Et donc voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'autres personnes qui parlent de burn-out de la société en tant que telle, du moins avec la vision que je propose. Donc, j'ai voulu définir un petit peu ça. Donc là, vous voyez que nous avons les 4 piliers qui sont dans le rouge. Ça correspond vraiment à une situation de non-sens et de perte de sens. Aujourd'hui, notre modèle de société est en perte de sens totale, ce qui signifie que nous sommes déjà dans l'effondrement. Notre société est en burn-out, mais nous avons de la chance. Il y a 2 modèles de société. Dans mon livre, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait 2 modèles de société qui cohabitent. Un ancien modèle qui est le modèle dominant, que j'ai appelé la société technologique, et un nouveau modèle, un modèle émergent qui est la société biologique. Donc quand nous disons que la société est en burn-out et qu'elle est en plein effondrement, nous parlons de l'ancien modèle de société. Cet ancien modèle est basé lui aussi sur différents piliers. Donc il y a la propriété intellectuelle, qui est en lien avec la justice, qui aujourd'hui est utilisée pour prendre en otage la justice et mener à l'injustice. C'est là qu'est l'incohérence. Il y a la consommation et la production de masse. Donc c'est l'un des piliers de la société technologique. Consommation, production de masse, mais aussi destruction de masse. Donc ici aussi, nous sommes dans l'incohérence parce que nous avons de la production en grande quantité et de la destruction en grande quantité, alors que des millions de personnes en France, malheureusement de plus en plus, et dans le monde, souffrent de la faim, souffrent du froid, souffrent de tout un tas de maux qui ne devraient pas être, puisqu'il y a une surconsommation. Donc ça, incohérence à nouveau. Standardisation et robotisation. On nous dit que l'intelligence artificielle va tout changer. Personnellement, j'ai mes doutes. J'ai passé cette semaine à échanger, avoir des conversations stériles avec des intelligences artificielles qui vous raccrochent au nez parce qu'au final, vous avez... Donc, je pense qu'on a affaire à des robots. On essaye de nous standardiser, mais nous ne sommes pas standards. Et donc, ça aussi, ça va péter. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas être mis dans des cases. Alors, soit c'est moi qui suis toujours dans le cas qui n'est pas présenté par l'intelligence artificielle, soit je crois qu'on est tous pareils et qu'il y a un moment où ça ne pourra plus. Ça va péter. Obéissance et inhibition d'action, ça aussi, c'est l'un des piliers de la société technologique qui nous mène à l'impuissance parce qu'elle veut essayer de nous faire croire qu'on peut changer le monde et elle nous mène soit à l'épuisement, soit au contraire à l'impuissance, en nous montrant tous les jours
des infos qui nous mettent en inhibition d'action parce qu'on se dit mais que puis-je faire moi pour ça, je ne suis rien, je ne peux rien. Et donc on retombe dans l'obéissance. Ou alors au contraire, on a le syndrome du sauveur que j'ai eu moi-même, donc je le connais très bien. On veut changer le monde et on se dit oui, je vais changer le monde, je vais impacter la vie d'1 million de personnes. Non, 1 million c'est pas beaucoup, 1 milliard de personnes en 10 ans, allez même en 5. Et puis tout ira mieux sur le monde. Non, donc ça, cette société technologique, elle est basée sur sa sève. Donc la sève de la société technologique, ça va être la croissance matérielle, l'argent, le pouvoir, la compétition, le contrôle. Et donc dans mon livre, je parle de plusieurs points. Il y a vraiment une certaine... cette société technologique, elle est vouée à l'effondrement parce que... vous voyez, l'obéissance, l'inhibition d'action, le contrôle, elle est dans une incohérence. Donc je vais vous donner un exemple que je connais, c'est qu'à l'époque où j'étais à la Singularity University, donc, qui est une université qui forme les leaders technologiques du monde de demain. Donc, moi, j'avais reçu une bourse pour aller étudier là-bas en 2012. Cette université qui a été fondée par Google, Microsoft, la NASA et toute la clique est basée à Mountain View. Mountain View, c'est une petite ville où il y a le siège de Google, donc c'est quand même pas rien. Google, aujourd'hui, c'est les rois du monde d'une certaine manière. Et en 2012, quand j'étais là-bas, voilà, si on les écoutait avec la technologie, avec Google, avec eux, avec toutes les entreprises technologiques, avec ce modèle de technologie, on allait changer le monde. On allait révolutionner tous les domaines, révolutionner en mieux, apporter plus d'argent où il y avait de la pauvreté, apporter plus d'éducation où il y avait un manque d'éducation, apporter de l'eau potable où il n'y en avait pas, voilà. Sauf qu'il y a un moment où c'est bien de regarder aussi ces personnes-là qui veulent changer le monde, ce qui s'est passé dans leur propre ville. Parce qu'à Mountain View, entre 2012 et 2020-22, au moment où mon livre est sorti, où je faisais des études, le taux du nombre de personnes sans abri a explosé. C'est-à-dire qu'en 10 ans, Google, qui dit changer le monde de partout grâce à la technologie et diminuer les pauvretés et les injustices, n'a pas été capable d'endiguer ce petit problème, je dis petit, c'est pas du tout petit, mais c'est-à-dire ce petit problème de pauvreté à l'échelle de la ville de Mountain View. Donc là, c'est l'incohérence à nouveau. Et je vais vous montrer un autre... je vais partager aussi avec vous un autre fichier. Est-ce que vous voyez le nouveau tableau ? Ouais, très bien, ouais, merci. Super. Alors, donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien monde, le modèle de la société qui est en burn-out aujourd'hui, et heureusement, c'est ça. Vous avez donc pendant le Covid, moi je me suis quand même posé la question, mais à qui profite le crime ? Vous savez, moi je me pose des questions comme ça. Et ma première réponse a été bien évidemment au laboratoire pharmaceutique. Sauf que ça, c'est qu'une partie de la réponse. Ma deuxième question a été de me dire, mais c'est qui les laboratoires pharmaceutiques ? Parce qu'on dit, qui est derrière ? Et j'ai commencé à faire des recherches, simplement parce que j'étais dans cette réflexion-là pour nourrir mon livre. Et là, je me suis rendu compte, avec étonnement, qu'en fait, c'était tous les mêmes. C'est-à-dire que les mêmes fonds d'investissement, dont je ne connaissais même pas forcément le nom avant ces recherches-là, sont derrière les plus grandes entreprises qui dirigent le monde dans tous les domaines. Donc là, j'ai mis que quelques entreprises, on va dire, mondiales phares. Et vous voyez qu'en vert, elles ont toutes une entreprise j'ai mis des couleurs, qui revient, c'est The Vanguard Group. Donc, premier investisseur chez Google, premier investisseur chez Facebook, premier investisseur chez Microsoft et Pfizer, deuxième investisseur chez Amazon et chez Coca-Cola,
troisième investisseur chez Mattel. Donc là, vous voyez, vous avez bien évidemment tous les services digitaux, réseaux sociaux, influence. Vous avez toute la partie ordinateur. Vous avez Pfizer et toute la partie médicaments, chimie. Coca-Cola, retailing, boissons. Mattel, divertissement. Éducation. Attention, éducation. Et ils y sont. Alors maintenant, The Vanguard Group, c'est pas ça le problème, ils ont bien le droit. Mais à cette époque-là, donc en 2020, j'ai été sur leur page Facebook. Et là, c'est dans mon livre, hein, c'est noté, il y a le lien, il y a tout ça. Dans mon livre, en page 213, j'ai relevé une phrase. Quand vous arriviez sur la page de Vanguard Group, donc cette structure d'investissement qui est derrière, qui est l'ombre de tous ces sites, parce que les patrons, c'est un peu comme le président, ce sont des figures qu'on a mis là et qui font ce que ceux qui tirent les ficelles disent. Donc c'est pas pour rien que même le patron d'Apple, à l'époque, Steve Jobs, s'était fait mettre dehors de sa propre entreprise. Parce que c'était pas lui qui dirigeait. Donc, The Vanguard Group, je vais vous citer cette phrase-là, c'est extraordinaire. Sur la page d'accueil, il y avait marqué en 2020, quand j'ai fait cette recherche-là, le groupe Vanguard a été fondé sur une idée simple mais révolutionnaire, selon laquelle une société d'investissement devrait être gérée au seul bénéfice de ses investisseurs. Voilà. Donc voilà ce sur quoi est basée la société, le modèle de société qui est en ce moment en train de s'effondrer. Donc oui, notre société est en plein effondrement. Est-ce une mauvaise affaire ? Je ne sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Si je fais le parallèle avec mon propre burn-out, ça a été un mal pour un bien. Ça a été une expérience très violente qui m'a beaucoup secouée, qui m'a fait passer par différents états. Et ça, c'est important que vous connaissiez ces états-là, parce que dans le burn-out individuel, on va parler du corps qui devient un ennemi parce qu'il a un comportement... Enfin, c'est pas qu'il devient un ennemi, mais on le perçoit pendant un temps, au début, jusqu'à ce que la cohérence se fasse à l'intérieur de notre esprit. On le perçoit comme un ennemi parce qu'il devient irrationnel, il a des comportements imprévus, on ne le comprend pas, on a tout un tas de nouvelles phobies parce qu'on a une perte de confiance dans le corps. Et donc dans le burn-out de la société, l'état, c'est un peu pareil, le corps est comme l'état devient un peu, pas un ennemi, mais on va dire on ne peut plus compter sur lui, on n'a plus confiance. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va nous faire, et c'est un petit peu ça. Un jour, on nous dit ça, le lendemain, on nous dit le contraire. Mettez le masque, ben non, finalement, il ne faut plus mettre le masque, finalement, il faut le remettre. Et donc, c'est un petit peu la même chose qui se passe quand on est en plein burn-out avec notre corps. Un jour, on tient debout, le lendemain, on ne peut plus se coucher. Et donc, il y a cette irrationalité, ces nouvelles phobies. On va avoir peur de manquer de papier toilette. Non mais quand on y réfléchit, ben non. Quand on est dans un burn-out de société, on a peur de manquer de papier. Ça nous passe même pas par l'esprit qu'on pourrait simplement prendre une serviette et de l'eau. Enfin, voilà, donc vous voyez, il y a tous ces moments-là où on va passer par... je l'ai noté ici, on va passer par d'abord le déni, donc ne pas vouloir voir qu'on est dans vraiment un état de burn-out, d'effondrement, que notre société est en état d'effondrement. Ensuite, la colère et l'impatience, on va se révolter contre les gens qui nous gouvernent, parce qu'ils nous en font de toutes les couleurs. Ensuite, tristesse et culpabilité, je ne sais pas si ça peut vraiment se mettre sur la partie burn-out de la société. L'impuissance et le désespoir, parce que quand le modèle va s'effondrer, quand le modèle est en train de s'effondrer, il y a tout un tas de personnes qui ont été jetées dans l'impuissance, dans l'effondrement, dans le désespoir suite à des problématiques en lien avec les piliers. Donc il y a vraiment une collaboration qui est coupée. Alors après, comment faire ? Donc je pense que la première chose, c'est de pouvoir, observer, avoir conscience de ce qui se passe, avoir conscience de ces différents piliers,
et de voir où sont les incohérences, les porter à la conscience. Si on peut avoir un impact, on va faire ce qu'il faut. Et puis, avoir conscience, vous savez, on parle beaucoup de résilience. Et finalement, la résilience, ce que je peux voir, c'est que souvent, elle rejoint, c'est un petit peu un synonyme du terme bon sens. Résilience et bon sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que la résilience rejoint souvent le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus rien faire, on va aller vers ce qui a le plus de sens. Et pour ce qui va nous intéresser, c'est comment survivre au burn-out de la société, comment, on va dire, s'épanouir alors que l'ancien modèle est en train de s'effondrer. Et c'est possible. C'est pas parce que l'ancien modèle de société va s'effondrer que vous allez vous effondrer avec lui. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre, mais c'est aussi important, tout ce que je vous ai dit, d'appréhender les différents mécanismes pour pouvoir après avoir un impact sur chacun, voire tous. Donc, la première chose, c'est de faire la différence entre deux mots, réaction ou action. Quand on est dans la réaction, quand on réagit, la première réaction, elle est intérieure. Vous savez, nous allons avoir, je pense que notre épreuve dans les prochains mois qui va venir, elle va commencer par la réaction intérieure que l'on va pouvoir offrir, on va dire, à tous les hauts et bas qui vont avoir lieu à l'extérieur. Donc, mesurer notre propre réaction, essayer de ne pas être dans la réaction pour être dans l'action. Parce que quand on est dans la réaction à une loi, dans la réaction à un propos, dans la réaction à un événement, on n'est plus dans l'action. On est pris dans un enchaînement et qui nous enlève notre faculté à agir. Donc ça, c'est important. Après, on va revenir sur le deuxième modèle, qui est le modèle biologique, là. Et ce qui est important, c'est vraiment de comprendre qu'il y a déjà un autre modèle de société qui existe, qui est tout à fait, qui lui est loin d'être en burn-out, qui au contraire est vraiment en pleine renaissance, en pleine naissance ou renaissance, qui est le modèle de la société biologique, qui est basé sur la logique du vivant, la biologie. Donc là, il va y avoir différents piliers. L'intelligence collective et l'intérêt général, l'écodiversité et le biomimétisme, la décroissance matérielle et l'économie circulaire, la consommation et la créativité. Et ce nouveau modèle a lui aussi une sève et du courant qui le nourrit, c'est la croissance personnelle, le temps, le partage, la coopération, l'autonomie. Et donc, si vous êtes... Après, ça va être à vous d'essayer de comprendre dans quel modèle est-ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes complètement dans l'ancien modèle qui risque de s'effondrer et à ce moment-là, ayez conscience que vous allez vivre des émotions fortes dans les prochains mois et les 2-3 prochaines années. Ou alors, est-ce que vous avez déjà un autre pied dans le monde, dans le modèle biologique ? Et dans ce cas-là, vous allez avoir une zone de turbulence, mais vous allez réussir à garder votre équilibre. Ou alors, êtes-vous déjà complètement ancré dans la société biologique ? Et dans ce cas-là, si vous avez la chance aujourd'hui d'être ancré dans votre vie personnelle, professionnelle, physiquement, tout ça, dans ce nouveau modèle, eh bien, ma perception est que l'effondrement de la société technologique ne vous touchera pas personnellement. Bien évidemment, elle touchera vos proches, elle vous impactera parce que on n'est pas des êtres inhumains, nous sommes des êtres humains, donc ce qui arrive aux autres autour de nous nous touche également. Mais si vous êtes déjà dans ce nouveau modèle de société, vous allez pouvoir être un point d'ancrage, un point de repère pour justement les autres personnes qui vont être touchées plus durement par l'effondrement de la société. Alors, comment faire pour nourrir
ces différents piliers. Là, j'aurais envie de revenir un petit peu sur le modèle de la fleur de lettres et de dire, quand on veut essayer de rapporter de la cohérence, en fait, aller vers le lighting, c'est insuffler des petites graines de cohérence dans chaque pilier. Et on se rend compte que finalement, au fur et à mesure où on essaie d'insuffler de la cohérence dans les piliers séparément, eh bien on se rend compte que tout est lié. Et que quand on va insuffler de la cohérence dans son corps physique, on va impacter indirectement la vie professionnelle, la vie privée, l'épanouissement personnel et tout et tout. Et donc, mon conseil aujourd'hui, pour vous préparer au mieux à vivre l'épanouissement plutôt que l'effondrement de la société, ce serait d'essayer de reprendre cette figure-là qui est disponible sur mon site internet ou dans le livre si vous l'avez, et d'essayer de vous poser la question de dire ok, au point de vue équilibre professionnel, équilibre financier, où est-ce que j'en suis? Équilibre monétaire, est-ce que ça vaut le coup que je m'organise comment? Ok. Et puis l'équilibre, et petit à petit, vous allez voir que tout est lié. Et donc, l'idée, c'est d'œuvrer à son immunité. Parce que quand on a cette immunité, dans le mot immunité, qu'elle soit physique ou personnelle, on a le terme unité. Et unité, c'est l'unité qui va nous protéger. Donc c'est vraiment avoir cet alignement entre ces différents piliers, avoir cette cohérence intérieure. Et même quand on est pris, parce qu'on n'est pas tous dans le nouveau modèle, moi-même j'ai encore un pied dans l'ancien sur différents projets, sur différentes structures, on ne peut pas tout faire tout le temps. Et bien voilà, avoir cette cohérence intérieure et rester dans cette unité pour ne pas être dans la réaction. Parce que la réaction, ça sème le doute. Et donc la réaction, ça va semer la frustration. Ça sème le doute, la frustration, et ça mène vers l'incohérence, ça mène vers le burn-out, qu'il soit individuel ou collectif. Et donc voilà, donc cette immunité, action à la place de réaction, résilience et bon sens, la créativité. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de cet effondrement et avoir confiance qu'un burn-out, qu'il soit individuel ou collectif, il est là pour purifier. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres et il vient quand c'est nécessaire. Et donc, si nous passons par un effondrement collectif, c'est probablement parce que notre société en a besoin et que nous n'avons plus... Il n'est plus que nous méritons mieux que des coquilles vides. Voilà, que des coquilles vides qui ont de belles façades. Donc c'est un petit peu la conclusion, on va dire, de ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur ce thème-là. D'essayer de comprendre qu'il y a deux mondes, deux modèles de société, qu'il y en a un qui est en effondrement et qui va vers l'effondrement total. On y est déjà, on n'attend que le domino qui va faire s'écrouler toute la structure, mais qu'il y a aussi un autre modèle qui, lui, est un modèle d'épanouissement qui existe déjà aussi et que, voilà, il est possible de s'inscrire dans ce nouveau modèle petit à petit ou entièrement. Il y a des gens qui peuvent quitter leur job du jour au lendemain pour faire une nouvelle activité. Voilà, donc selon sa situation, il est vraiment possible de s'inscrire dès demain, dès aujourd'hui, dans ce nouveau modèle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a été clair, que ça vous aura donné quelques indications. Est-ce que vous avez envie d'échanger, de rebondir là-dessus, des questions, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec certaines propositions que j'ai faites? Déjà, moi, je voulais vous remercier parce que c'était vraiment très, très intéressant. Merci. Ça donne vraiment un regard très... C'est intéressant de voir la globalité, en fait, de votre analyse. Et aussi le lien que ça a aussi avec nos individualités, puisqu'effectivement, notre société, elle est composée par tous nos petits corps. Et quand je dis corps, je ne parle pas forcément que de notre corps, mais aussi des êtres que nous sommes. Et de voir aussi que
en se transformant nous-mêmes, on peut créer une société plus résiliente aussi pour la suite. Merci Claire. Et c'est très important ce que vous dites parce que vous savez, moi j'ai vraiment essayé de changer ce monde avant mon burn-out. J'étais vraiment une guerrière de ouais, on va tout changer, on va tout voilà. Et finalement, c'est un péché d'orgueil parce que nous ne sommes pas là pour ça et nous ne pouvons pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où oui, peut-être que l'État va s'effondrer. Mais moi, Estelle, là vous voyez, derrière mon bureau, dans ma chambre avec mes rideaux, je ne peux rien y faire. Par contre, si demain il y a le feu chez mes voisins, je peux aller les aider. Donc c'est essayer de se remettre à sa place et de se dire ok, il se passe ça. Est-ce que moi, ce petit corps que je suis limité, je peux avoir un impact direct sur ça? Oui ou non? Si c'est oui, vous y allez. Si c'est non, c'est pas à nous de le faire. Et en même temps, il y a aussi simplement Gandhi disait be the change you want to be in the world. C'est-à-dire que c'est pas notre rôle d'aller résoudre les problèmes de l'État ou d'aller résoudre le problème de l'effondrement monétaire s'il arrive. Par contre, c'est notre rôle d'être et d'incarner ce que nous voulons voir advenir autour de nous. Et donc, commençons à bien nous entendre avec nos voisins, aller prendre le café plutôt que de se taper dessus. Voilà. Et puis après, une fois que c'est les voisins, c'est peut-être... Voilà. Donc, c'est vraiment essayer de se dire, où y a-t-il des incohérences dans ma vie? Dans l'état, j'en ai conscience. Est-ce que je peux y avoir un axe? Ok, je peux faire quelque chose? Oui, non. Mais se recentrer sur soi et sur sa puissance. C'est passer le burn-out nous fait passer de notre impuissance à notre puissance. Et oui, nous sommes aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une certaine forme de dictature. Il y a une confiscation. Je lisais un article qui disait la pression fiscale, baromètre de la démocratie. Alors là, on a gagné le pompon. Mais voilà, mais il y a une dictature, mais la dictature, elle a aussi, si vous voyez, la dictature au Brésil, par exemple, c'est pendant cette période-là qu'il y a eu les plus grands artistes qui se sont révélés. Donc nous en France, on a besoin, on est le pays de la guillotine, on nous a coupé la tête et tout, on a besoin de se reconnecter à cette créativité. Donc peut-être qu'il faudra passer par un moment de dictature, encore plus, je sais pas, mais essayez toujours de se reconnecter avec la lumière de ce qui se passe et de se dire finalement, moi pendant le Covid, toutes les incohérences du Covid ne m'ont pas impactée parce que j'étais déjà dans le nouveau modèle. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que c'était vraiment important de s'harmoniser de l'intérieur d'abord. Parce que la liberté intérieure mène à la liberté extérieure. Et le contraire n'est pas forcément vrai. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager Oui, moi je me demandais si l'effondrement est réellement nécessaire. Moi j'ai fait un burn-out, j'en ai fait 2. Et le deuxième que j'ai fait, j'ai été arrêtée avant d'avoir vraiment l'effondrement complet du corps. Mais je me suis quand même reconstruite de manière différente. Donc j'ai appris la résilience et je me suis reconstruite, même si je n'ai pas été jusqu'à l'effondrement complet. Alors, il n'est pas nécessaire. Donc, il y a vraiment différentes phases de burn-out dont je n'ai pas parlé en détail aujourd'hui. Mais dans mon livre, je vais donner des exemples de personnes qui se sont arrêtées avant, justement, qui ont réussi à changer complètement de modèle, de société, avant d'aller au burn-out. Donc, c'est assez intéressant. Je pense notamment à une aide-soignante que je connais qui expliquait comment elle était... elle était vraiment proche du burn-out parce qu'elle travaillait, bref, elle était menée à avoir des comportements qui étaient tout le contraire de ce pourquoi elle avait choisi ce métier-là. Et finalement, elle a réussi à tout arrêter pour se remettre dans un nouveau réseau en tant qu'indépendante et tout et tout. Et donc non, c'est pas nécessaire, ni à titre individuel, ni à titre collectif. C'est-à-dire que la société, si la société s'effondre, le modèle de société s'effondre, je pense que ça va vraiment se jouer individuellement et collectivement. Tout est lié. Mais nous ne sommes pas obligés de le vivre de manière violente si nous sommes déjà ancrés, au moins en partie, dans ce nouveau modèle de société. Et si vous regardez à l'échelle internationale, au niveau des entreprises qui se sont effondrées, on peut prendre par exemple l'exemple de Kodak. Kodak, qui était le leader de son marché pendant des décennies, a vécu un effondrement économique en quelques années et a disparu.
Mais nous, ça nous a rien changé, nous on n'a rien vu, on a simplement commencé à utiliser nos téléphones portables à la place des appareils photo Kodak et tout ça. Donc voilà, donc il n'y a pas eu d'effondrement en tant que tel. Il y a eu un effondrement d'un marché, mais c'est pas pour ça que nous on en a souffert. Donc aujourd'hui on est vraiment devant cette situation-là, mais certainement il y a des gens qui vont souffrir de cet effondrement parce qu'ils vont le prendre en pleine figure. Merci. Et c'est d'autant plus important, merci Pauline, c'est d'autant plus important pour nous d'être déjà dans ce nouveau modèle si on veut pouvoir les aider et leur tendre la main. Parce que vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, j'ai compris grâce à mon burn-out le concept d'égoïsme sain, c'est-à-dire que si on n'est pas en santé, si on n'est pas en santé de tous nos piliers, on ne peut pas aider les autres. Enfin, on peut, mais on risque d'être 2 à s'effondrer plutôt que 2 à se sortir la tête de l'eau. Donc c'est important. Si on veut aider les autres, si on veut aider la société justement à ne pas s'effondrer de manière violente, eh bien c'est à nous de faire notre travail, notre job personnel et de se mettre en cohérence, comme disait Claire, et de faire notre petit chemin. Est-ce que vous avez d'autres... J'aimerais partager le changement quand même de paradigme très important que je ressens par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que personne n'est en mesure de savoir qu'est-ce qui va se passer d'ici 5-10 ans par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression que ça change quand même profondément la dynamique de la société et la dynamique interne des êtres humains, notre capacité à réfléchir, etc., etc. Les dynamiques financières aussi qui sont à l'œuvre autour de ça. Et j'ai quand même l'intime conviction qu'il y a à la fois qu'il y a une polarisation qui se fait sur quelque chose de l'ordre de la nature, d'une résilience qu'on va trouver dans la nature. Et quand je dis la nature, c'est aussi nos rythmes naturels, on va dire. Il y a un rythme d'une société qui fonctionne par le bon sens. Et d'un autre côté, via l'intelligence artificielle, où quelque part on se décolle complètement, mais je ne suis pas sûre qu'on aura le choix en fait. Et donc d'un côté, je sens qu'il y a quelque chose à protéger de l'ordre de la nature. Et de l'autre côté, je sens qu'il y a une polarisation qu'on va devoir quand même intégrer parce qu'elle va faire partie de notre monde. Et je ne sais pas comment ça va se faire, je pense que personne ne le sait. Mais que les êtres humains vont changer aussi par ce fait, le travail va changer aussi par ce fait. Mais la question que je me pose, c'est comment garder notre équilibre dans cette incertitude. Je pense que personne ne peut répondre à cette question malgré tout, mais... Oui, bien sûr. Voilà, c'est plus une remarque. Une remarque. Oui, non, c'est très intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, comme toutes les technologies, sont soumises à des lois qui nous dépassent. Donc, on croit à un ordre supérieur, à Dieu, à tout ce qu'on veut, à l'univers. Il y a des lois dans l'univers qui sont plus fortes que l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles, bien évidemment, elles sont entre la main d'hommes, de certains hommes. Il faudra voir comment elles sont programmées, par qui. Je pense que ça va quand même prendre un petit peu de temps avant qu'elles nous remplacent complètement. Parce que il y a encore des choses, c'est pas tout à fait au point. Moi, j'ai utilisé des moteurs de recherche génératifs, Claudia et tout ça pour avoir des infos. C'est quand même, c'est-à-dire... mais très clairement, on va... Alors, on parle d'effondrement de la société. Moi, je vois vraiment un peu ces 2 sociétés cohabiter. Je ne sais pas si l'ancien modèle de société va disparaître complètement. J'en sais rien. Comme vous dites, c'est difficile de savoir. Par contre, je pense qu'elles vont cohabiter à un moment et qu'on va passer de l'un à l'autre. Donc, et en même temps... Moi, j'ai vraiment fait un rejet de la technologie pendant mon burn-out et aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus d'elle, mais en la mettant à sa place d'outil et pas de maître. Et c'est ça que nous allons avoir chacun à garder en tête. Et si nous voulons rester le maître, il va falloir que la technologie reste l'esclave, et pas le contraire, c'est l'outil, parce que l'esclave, c'est pas le bon terme. Mais vraiment, ne pas oublier que la technologie est aussi qu'il y a des lois qui nous dépassent et que la technologie n'en est pas affranchie. Et ça, c'est rassurant. Je ne sais pas comment elles marchent, ces lois, ça me dépasse aussi. Mais voilà, je pense que ce sera à nous d'avoir la conscience de ce que l'on
Mais oui, on va très certainement vers une évolution. Mais la technologie va, à mon avis, arriver à des limites. À des limites qui vont nous obliger à être créatifs et qui vont... à des limites dans ce qu'elle peut faire. Qui vont nous pousser à retrouver notre humanité, à faire un petit peu ce... J'ai envie de faire un parallèle, en fait, parce que j'ai envie de faire un parallèle avec le monde entre la technologie et l'homme, entre l'homme et la nature. Donc moi, j'ai une exploitation agricole ici où je développe un projet d'agroécologie et j'ai fait pas mal de rencontres avec différents agriculteurs en France, parce que je suis curieuse et j'aime bien poser des questions. Et du coup, il y a un avec qui je parlais qui commerçait beaucoup avec la Chine et qui m'a demandé « Est-ce que vous savez d'où viennent les meilleurs thés ? Est-ce qu'ils viennent des jardins sauvages ou des jardins cultivés ?» Alors moi, je lui ai dit des jardins sauvages, j'imagine, puisque moi, c'est un peu mon idéal. Alors il me regarde et il me dit « Eh bien, le commerçant de Chine, enfin le commerçant de thé chinois avec lequel je suis en affaires depuis 20 ans, m'a expliqué que les meilleurs thés ne venaient ni de l'un ni de l'autre. Ils viennent des jardins oubliés. » Alors je dis « Qu'est-ce que c'est qu'un jardin oublié ?» Et il me dit c'est un jardin qui a été conçu et imaginé par l'homme et laissé à la nature. Et en fait, c'est entre cette symbiose et cette collaboration entre l'homme et la nature qui crée le plus de richesse. Et donc, j'aime à penser que quand on arrivera à trouver cet équilibre entre technologie, homme, ce sera cette collaboration. Quelque part, nous pourrons utiliser la technologie, ou la technologie pourra être utilisée pour créer des applications, des sites, des écosystèmes, et laisser un peu à l'homme et pas le contraire. Donc voilà, donc oui, je pense que la technologie va changer et qu'on n'est pas encore, comme vous le dites, arrivé au point d'équilibre où la technologie est un outil fait pour le développement et l'épanouissement de l'homme. On en est encore un peu au niveau asservissement et c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur ce thème-là ou... Mais moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, Estelle. D'ailleurs, je te remercie, puis je suis désolé du retard également. Je trouve actuellement que c'est très... Bon, ça fait 3 ans, j'ai fait 4 ans maintenant que j'ai été victime d'un burn-out. Et je suis toujours un peu dans l'anxiété, justement, du sujet de ce soir, c'est-à-dire l'oppression des gouvernements de ce monde, de ce nouveau monde que l'on veut nous imposer. Et c'est vrai que cette fleur de l'être biologique est difficile finalement, je trouve difficile à atteindre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au niveau financier, on dépend toujours de quelqu'un quand même au niveau financier. Bon voilà, il y a plein. Si on n'a pas les finances, ça va être difficile d'avoir une bonne santé peut-être. Enfin, vous voyez, tout ça, pour moi, c'est encore un peu. Je suis loin de ce modèle. J'ai l'impression d'être loin encore de ce modèle, en tout cas d'être serein avec tout ceci. Oui, alors merci Laurence. Alors, je pense qu'on peut... Beaucoup d'anxiété, quoi, voilà. Ouais. Oui, mais en plus, la situation au niveau, on va dire, macroéconomique n'est pas là pour nous harmoniser. Non, c'est sûr. Ouais. Mais il y a 2 fleurs, en fait. Il y a la fleur de la société et la fleur de l'être. Donc, la fleur de la société, on va dire, c'est plus un environnement dans lequel on peut ou pas ne pas être, mais c'est pas forcément par celle-ci qu'on commencera, tu vois, quand on est en plein burn-out, c'est-à-dire si tu y es, tu y es et c'est super, t'es déjà dans l'agroécologie ou je sais pas trop quoi, mais on va dire que si tu es encore dans ces moments de transition, c'est peut-être justement parce que tu n'es pas encore, évidemment, totalement dans ce modèle-là. Donc commence par la fleur de l'être et commence par essayer de voir, ok, ma vie privée, ma vie professionnelle, mon épanouissement personnel, mon corps physique, même sans argent, même sans santé, qu'est-ce que je peux faire qui va m'apporter de l'épanouissement personnel ? Écouter 1 heure, 1 demi-heure de musique classique par jour. Tu vois,
Essaye d'identifier comment est-ce, avec ce que tu as, tout ce qui se passe est juste. Tu es au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, avec les bonnes problématiques. Simplement, comment est-ce que tu vas faire ressortir la lumière? Comment est-ce que tu vas, en quelques secondes, moduler tes émotions pour te mettre dans cet état d'harmonie? Ça pourra durer que quelques minutes, mais si tu fais ça plusieurs fois par jour, et de cet état d'harmonie vont arriver des solutions. Ça s'appelle la synchronicité, c'est-à-dire que tu deviens, c'est la loi de l'attraction après, tu vas attirer à toi, pouf, la rencontre, ou pouf, le médecin qui va croiser ton chemin et te parler d'une technique dont tu n'avais jamais entendu parler. Alors ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, mais aujourd'hui, je suis dans une autre phase, la phase où on rentre un peu, on est de nouveau happé un peu par le brouhaha de la vie courante, et toutes ces synchronicités ont un peu disparu, je veux dire, et du coup l'anxiété a réapparu en fait. Oui. C'est assez incroyable. Alors que bon, voilà. C'est normal, hein, c'est pas... Bah, moi aussi, Parce qu'en termes de synchronicité, c'est vrai que c'est surprenant. J'ai lu ton livre, et c'est vrai que je faisais un parallèle avec tout ce qui m'arrivait, et c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Voilà, mais justement, c'est aussi... Tu as aussi ta propre expérience pour t'aider à te moduler et te dire, voilà, ok, j'ai vu que ça marchait. Aujourd'hui, j'ai repris un rythme et je suis totalement d'accord avec toi. Tant qu'on a un pied dans l'ancien modèle, on est happé par ça. Et moi aussi, ça m'arrive. Voilà, donc c'est pas. Je suis la propre. Je pense que je suis experte en mon sujet et que je le maîtrise bien parce que je suis la propre utilisatrice de mon modèle et de mon livre. Voilà, il me sert tous les jours, tu vois. C'est rassurant. C'est rassurant voilà. Du coup, pour nous. Donc, et ça marche. Simplement, on ne peut pas tout traiter d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut aussi accepter qu'on est humain et que quand on fait le choix justement de moins de nourrir un peu plus les différents piliers de notre vie, bah oui, peut-être qu'aujourd'hui on va privilégier un peu la vie privée et puis un peu moins l'équilibre financier, mais en même temps, tout se construit simultanément. Donc ça va dépendre de chacun, tu vois, de l'équilibre intérieur, de la position de chaque personne. Mais si tu as vu que les synchronicités marchaient, fonctionnaient, c'est aussi à toi de trouver comment garder ça tous les jours, même si tu ne peux pas dédier 2 heures par jour à une promenade au parc, tu vois, par exemple. Donc comment est-ce que tu vas réintégrer ça différemment, avec ton évolution, mais tout en ayant conscience que peut-être aujourd'hui tu travailles plus que ce que tu as envie de travailler, tu vois, ou peut-être que tu vois, moi par exemple ces dernières semaines j'ai passé beaucoup de temps assise et donc j'ai conscience que je ne prends pas suffisamment que là j'ai pas suffisamment pris soin de mon corps physique pour différentes raisons, donc ça va faire partie de mes priorités. En même temps comme j'avais aussi une pensée qui était pas qui ne me semblait pas juste par rapport à mon immunité. Moi, depuis mon burn-out, le moindre truc, j'ai peur de tomber malade. Tu vois, j'ai peur de prendre froid, j'ai peur dès que je sens le moindre truc. Et ça, je l'avais pas avant le burn-out. Donc, j'ai vraiment essayé d'œuvrer là-dessus. Donc, c'est aussi pour ça, parce que j'ai pris beaucoup de temps le matin pour faire des méditations, pour essayer d'identifier quelles étaient les pensées, quelles étaient les émotions, quels étaient les ressentis dans mon corps, qui faisait qu'à des moments, mon esprit perdait un peu pied et puis j'avais la grippe alors que finalement, j'aurais pu ne rien avoir. Et ça, je suis assez contente en fait du résultat pour le moment. Mais du coup, je sais que j'ai envie de... Voilà, on ne peut pas tout faire en même temps parce qu'on a aussi tout un tas de contraintes physiques, matérielles et je sais que voilà, j'ai pas fait beaucoup de sport parce que j'ai tout un tas de problèmes justement de fiscalité à résoudre. Quand il faut. Tu fais quoi? Mais voilà, essayer d'en avoir conscience et petit à petit d'insuffler quand même des graines de lighting, quoi. Ok, ouais, je comprends. Et à la fois, je dois avouer que j'ai lâché un peu la méditation, les respirations, happé par l'autre... Oui, mais c'est peut-être que c'est... La vie courante, en fait. Oui. Je m'en aperçois en t'écoutant, en fait. Oui, mais peut-être que c'est un moment où tu peux faire autre chose.
Tu vois, tu peux faire autre chose que des méditations ou des respirations. Tu peux faire de la danse, tu peux faire du sport, tu peux faire, je sais pas moi, enfin, tu vois. Et on n'est pas tous... Il y a vraiment des phases et c'est important de voir quelle est la phase que tu traverses en ce moment. Idéalement, si on pouvait méditer 2 heures tous les matins, faire son yoga tous les matins, faire ci... Mais voilà, on peut pas tout le temps. Bah, merci Laurent, Stéphanie, Claire, est-ce que vous avez Merci à tous. d'autres partages avant de clore cet échange? Moi, je peux rebondir rapidement. En fait, j'avais lu le livre il y a 2 ans. Mhm. Quand Emma me l'avait fait passer, ça m'avait beaucoup interpellée à l'époque parce que, alors moi j'ai fait aussi un burn-out il y a pas loin de 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai un peu de mal avec le mot burn-out parce que pour moi, je sais pas en fait si c'était, mon médecin à l'époque a qualifié ça d'épuisement professionnel et j'étais oui au-delà de l'épuisement, mais je sais pas, je suis remontée. Ça m'a appris, ça m'a beaucoup appris sur moi-même en fait, énormément. Et malgré les déséquilibres que je peux vivre encore pour d'autres raisons, et ben, je vis avec mes faiblesses et avec mes forces surtout. Et j'ai vraiment appris à me connaître. Donc je rebondis sur après, du coup, le burn-out de société. Je pense qu'effectivement, on est dans cette étape de transition où l'être humain a besoin de se connaître correctement pour basculer sur un autre système. Je pense qu'effectivement, on est peut-être à la croisée des chemins entre 2 systèmes et qu'on a une zone de confort pour un maximum de gens pour l'instant et que l'inconfort fait toujours peur. Donc il faut accepter la bascule, il faut accepter de se connaître, il faut accepter ses forces et ses faiblesses, enfin je pense, pour arriver à un autre modèle sociétal, parce que oui, effectivement, on arrive peut-être à un bout de quelque chose, comme quand on fait un burn-out individuel, où on arrive au bout de soi-même, et il faut arriver à un peu conjurer le sort et arriver à continuer, mais dans une autre forme, enfin sous une autre forme, et voilà ce que je peux en dire. Mais oui, c'est super intéressant. Bah, merci, je suis ravie d'avoir votre retour. Je trouve que Stéphanie, tu as entièrement raison et c'est vrai que je pense enfin, il me semble qu'on passe par des phases et qu'il faut connaître ses faiblesses et activer ses forces pour s'en sortir toujours au mieux, quoi. Oui, tout à fait. Quand on est capable de mettre les mots sur les mots qui nous arrivent ou qui se passent tout autour de nous, ça nous aide, ça permet d'affiner notre perception de la vie et de nous insuffler des inspirations créatives qui nous permettent de nous de renaître en fait, de nous métamorphoser en fait. Donc comme dit Stéphanie, on arrive à un bout d'une vision de nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est de nous-mêmes, mais d'une vision de nous-mêmes, ouais, certainement. D'une vision de quelque chose qu'on a connu et qui pourrait être un peu dépassé dans quelques temps, peut-être. Exactement, qui est dépassée et vers laquelle on n'aura pas envie de revenir.